Salut mesdames, salut messieurs, bienvenue à votre émission Famille Mielleuse. Famille Mielleuse est cette émission, est votre émission qui traite les problèmes de couple, des parents et des enfants. Et cet après-midi, nous avons comme invité le révérend Tchomchoa André, notre pape, qui est un papa. Papa, bonsoir. Bonsoir. Révérend Charlie, bonsoir, pasteur. Bonsoir. La sœur Dorcas, Abbé Dorcas, bonsoir. Bonsoir. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons demander à Papa André de prier pour que Dieu coordonne cette émission. Merci. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, toi qui as rendu cette rencontre possible. Nous voulons te confier toute la suite du programme. Nous prions que ton Esprit Saint nous y conduise et que nous soyons tous utilisés comme des instruments entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ce jour, quelqu'un va me demander quel est le thème, c'est comment réussir ses fiançailles. Papa André va nous les présenter sur 13 points. C'est ça, Papa André? Voilà. Donc, nous sommes au bout de vos lèvres. Et avant que Papa André ne commence, il serait important de faire connaître à notre public qui nous suivent depuis la Californie aux États-Unis, depuis la région de l'Ouest et un petit peu dans les 4 coins du monde à travers notre Web TV, aux États-Unis à travers notre IPTV, que nous avons affaire avec, ou bien la personne qui nous conseille ce soir est une personne qui a 43 années de mariage. Ouais. Et dans les 43 années de mariage, on n'a jamais entendu la voix de son couple à l'extérieur. Et à cause de leur mariage, les enfants ont envie d'aller en marche. Donc, la personne qui a venu ce soir est une personne qui ne peut pas seulement nous enseigner la Bible, mais qui nous enseigne une expérience de la vie. Merci, papa. Merci, Révérend Charlie. Nous allons dire ce soir que c'est toujours une faveur de l'Éternel, lorsqu'on a une semence, de trouver une terre sur laquelle la s'aimer. C'est pourquoi ce soir, je voudrais partager non seulement la connaissance, mais l'expérience même de ma vie conjugale. Amen. Avec tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin. Nous partageons ce soir sur les fiançailles. Et je dis, lorsqu'on arrive à l'âge nubile, alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui voudrait se marier, qui est à l'âge nubile? Alors il pense au mariage. Et c'est une sémence qui est dans l'homme depuis que Dieu a décidé dans Genèse 2, verset 18, de faire une aide à Adam semblable à lui. Donc la notion de la nubilité varie selon la culture du milieu dans lequel on se trouve. Bon, papa, j'ai une question. Et concernant, par exemple, le milieu dans lequel nous nous trouvons, par exemple, le milieu, par exemple, de l'Ouest, Ouais. Quel est l'âge chez l'homme comme chez la femme? Quel est cet âge nubile-là, chez l'homme comme chez la femme? Oui, je voudrais, si vous posez cette question, je voudrais vous répondre en vous disant, aujourd'hui, les choses ont changé. Mais autrefois, l'âge nubile, c'était, n'est-ce pas, la menstruation. Quand une fille arrivait à la menstruation, et quand elle avait une croissance accélérée ou bien une croissance prématurée, parce que vous aviez des filles à l'Ouest qui, à 10 ans, 11 ans, commencent à développer les seins. Mais papa, Mais chez quand la la fille, c'est femme- rapide, non? Pardon? Je dis le développement chez la femme. Oui. En fait, avec ça, les parents envoyaient les filles en mariage à 13, 14 ans autrefois à l'Ouest. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que les temps ont changé. Mais 13 ans, 14 ans, c'était l'âge nubile. Et quand une fille avait déjà le développement physique, alors elle aspirait au mariage. Et les parents, n'est-ce pas, les envoyaient en mariage.
Oui, papa, ça c'était dans les années peut-être 60, les années 50, même les années 70. Mais de nos jours, vu le siècle présent, la génération future qui est en train d'arriver, quel est l'âge nubile? L'âge nubile, c'est l'âge où la fille ou le jeune homme entre dans, développe, n'est-ce pas, sa puberté, entre dans l'âge puberte. On voulait avoir une approximation. L'approximation, je veux dire que lorsqu'on arrive à l'âge puberte, On commence à penser on au mariage. commence à penser au mariage. Toute fille, tout garçon à l'âge puberte pense au mariage. Il n'y a pas d'âge là-dessus. Il y a des gens qui développent la puberté précoce. Il y en a qui développent la puberté retardée. Oui, retardée. Et les gens qui développent, les jeunes qui développent la puberté retardée ne pensent pas vite au mariage. Ce n'est pas leur préoccupation. Mais ceux qui développent la puberté précoce pensent au mariage. Wow. Et en milieu chrétien, quel est l'âge donc qu'un jeune devrait aspirer? Et quand nous voulons parler de l'âge, je voudrais dire que dans la Bible, la chose à remarquer dans le milieu chrétien, c'est que Isaac s'est marié à 40 ans. Pourquoi à 40 ans? Abraham attendait qu'il ait la maturité spirituelle avant de lui trouver femme. Et il semblerait que Jacob serait marié à 60-70 ans. Non, c'est bien précis dans la Bible. Hein. Isaac, c'était... je parle de Jacob. Jacob, c'est 47 ans. Esaü, 40 ans. Ok, c'est vrai. Oui. Puisqu'il a fait 7 ans chez Laban. Non, c'est clair. Je vous dis, chez les Juifs, le mariage se faisait à 30 ans. Tout commençait à 30 ans. Tous ceux qui débordaient 30 ans n'avaient pas encore la maturité spirituelle. Et je dis, c'est la raison pour laquelle Isaac, le fils d'Abraham, a attendu 40 ans. Abraham a attendu 40 ans pour lui chercher femme. Mais si je ne me trompe pas, il y a aussi des expériences bibliques. Je crois que c'est le roi Joseph. C'est un roi dans la Bible qui sont mariés, je crois, à moins de 15 ans ou bien moins de 16 ans. Et puis, certains livres historiques démontrent un petit peu que Marie se serait mariée à moins de 18 ans. Non, en fait, il faudra bien comprendre que lorsqu'on est appelé à la responsabilité, alors nous ne pouvons pas dire précocement parce que le roi était désigné par le Seigneur. Amen. Ça suffisait même pour que celui-là ait une femme et que tout marche. Puisque selon Dieu, il était à mesure, n'est-ce pas, de gérer les humains. Quand on devient roi, qu'on soit roi à 15 ans, on est à mesure de gérer les humains selon Dieu et là, on peut se marier. Et pour le compte de Marie, elle était appelée au sacerdoce. Et là, on n'a pas besoin de prendre ça comme une règle parce que les cas exceptionnels ne doivent pas être érigés en règle. Papa, parlons aujourd'hui là parce que généralement dans nos assemblées aujourd'hui, on n'assiste plus trop à beaucoup de mariages. On ne sait pas ce qui se passe, si c'est à cause du caractère de la femme ou alors si c'est à cause des choix que la femme demande parfois à Dieu, parce qu'il y a des hommes qui précisent le style d'homme qu'elle veut à Dieu. Je crois que c'est dans le cadre qu'on est en train de parler, comment réussir ses fiançailles. Je crois que c'est ça. On va trouver la réponse. Oui. Parce qu'on connaît aussi plusieurs fiançailles qui se sont brisées à chemin. Oui. Tout est là. En fait, je voulais dire donc, vous savez, quand on arrive à l'âge nubile, on commence à dire j'aimerais épouser un homme grand de taille, brun, qui a une voiture, voilà, et puis, vous voyez, et puis je dis toujours, vraiment allons-y, hein, parce que là c'était un autre point, mais disons déjà, il faut en parler, c'est là où les gens se bloquent sur le chemin de la vie conjugale. Oui, parce que nos critères de choix ne sont pas ceux de Dieu. Ok? Ne sont pas ceux de Dieu. Et ensuite, nous cachons derrière la parole. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je le veux bien, mais comprenons que Dieu ne dit pas, la parole de Dieu ne dit pas, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que tes yeux convoitent. That's right. C'est pas ça.
écoutez, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs voies, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Comment donc, n'est-ce pas, ça devait faire l'objet d'un autre point, comment donc, On pourra dire prochainement, ça va faire l'objet de notre ça va l'objet d'un autre point. Oui. Hein? Voilà. On peut avancer? Oui, oui. Oui. Je voudrais donc, n'est-ce pas, que nous puissions parler de cette période transitoire qu'on appelle les fiançailles. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce que les fiançailles? Qu'est-ce que les fiançailles vraiment? Oui, qu'est-ce que les fiançailles? Les fiançailles sont une promesse en mariage. Les fiançailles sont une promesse en mariage. Les fiançailles sont cette durée de temps qui s'écoule entre la promesse et l'accomplissement. Les fiançailles sont cette durée qui s'écoule entre la promesse du mariage Oui, et l'accomplissement du mariage. Oui, c'est ça, les fiançailles. C'est une période. Alors, mais je voudrais bien dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes semblent brûler les étapes. Papa, avant de continuer, là, je Oui. voulais poser une question. Je voulais demander, dans nos différentes assemblées, certains pensent que les fiançailles doivent automatiquement aboutir au mariage. Est-ce que les fiançailles ne doivent pas être interrompues lorsque les deux conjoints ne sont plus en accord? Les deux futurs conjoints. Oui, les deux Oui, futurs les futurs conjoints. conjoints. Voilà, je l'explique. Non, non, en fait, lorsqu'on dit proposition de mariage, parce que les fiançailles sont des promesses, des propositions, lorsque on promet fermement, cette fois-là, on dit on s'est mis d'accord, on va devoir se marier. C'est pas tout. C'est pas tout. Alors, il y a donc un cheminement qui doit vous conduire au mariage. Chemin faisant, ça peut se rompre. Les fiançailles peuvent se rompre. Et il faut même bien parfois que ça se rompe. Il faut automatiquement échouer. Oui, il faut. Il faut. Parce que là, je dis, les fiançailles sont même une période, n'est-ce pas, de l'exercice de la vie conjugale pour les deux. Je souhaite toujours, quand on vient me voir pour le mariage, je dis, je commence à prier. Seigneur, conduis-les dans des moments très difficiles pour voir s'ils peuvent arriver c'est ça, Conduis-les dans des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'on entre en mariage pour gérer la différence. Et si cette différence de caractère, de goût, d'appréciation, de conception n'est pas gérée pendant la période des fiançailles, c'est pas dans le mariage qu'on va les gérer. D'où il est important que les fiancés soient ouverts, parce que nous constatons que la période des fiançailles, c'est la période de la grande hypocrisie où personne n'est réel, dans la grande majorité des cas. C'est à déplorer. Oui, parce C'est que vraiment chacun à déplorer. essaie de porter un masque, et c'est quand on se retrouve dans le ménage qu'on dit « Hey !» X commence à appeler sa femme Jézabel, l'autre appelle son mari Achab. Parce que on n'a pas révélé son véritable caractère pour que l'on sache s'il doit continuer ou il ne doit pas continuer. Oui, mais le véritable problème, c'est qu'on entre dans les fiançailles même comment. Justement, papa, j'ai une question là. Je voulais demander, est-ce que c'est dans les fiançailles qu'on apprend à se connaître ou c'est avant? Parce que dans nos différentes assemblées, apparemment, là, on parle de, je sais pas, de 4 à 6 mois. Je ne sais pas si en 6 mois, les futurs conjoints peuvent se connaître. Moi, ça me fait rigoler. Je voudrais vous dire que le départ est mal pris. Et quand il est mal pris, on tombe aussi vraiment à côté de l'objectif à atteindre. Qu'est-ce que je veux dire? Tant que les gens entrent en fiançailles en mettant Dieu qui est l'auteur du mariage de côté, pour regarder aux critères de choix, c'est un projet déjà échoué. Et il vaut même mieux que ça s'arrête que de continuer pour vous conduire dans un mariage galère. Donc on peut dire, comme premier point pour réussir ces fiançailles, on doit se rétracter par rapport aux critères des choix. Je dis bien, les critères de choix étant égocentriques nous conduisent à l'échec. Ok. Donc le problème n'est pas le critère des choix, mais c'est son égocentrisme qui est un problème. Parce qu'en fait, la nature humaine est une nature égocentrique. Et cet égocentrisme a commencé au jardin d'Éden avec Adam. Quand Dieu a fait Ève, a formé Ève et lui a donné comme épouse,
Il a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Et c'est ce que les jeunes gens font souvent. On écrit les proses et les vers, on récite tout. Mais après, est-ce que c'est pas du romantisme alors? C'est interdit? Non, mais est-ce que Adam n'était pas romantique? Adam était romantique. Mais quand Ève a failli, elle a pris le fruit et lui a donné. Lorsque Dieu est venu dans le jardin et a demandé, hey, Adam, écoutez-moi bien. Là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme. Première accusation. Que tu as mise à mes côtés. Deuxième accusation. La femme est accusée. Il se justifie en rejetant sa femme. C'est ça l'égocentrisme. Je me protège, je t'expose. Et ça conduit beaucoup de gens dans le mariage. Vous avez plein de foyers dans lesquels les gens passent le temps à accuser leur épouse, leur mari, et pour se justifier, on peint l'autre en noir et on se blanchit parce qu'Adam l'a commencé. Et on a continué avec ça, faute de connaissance. J'ai l'habitude de dire aux gens, l'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. On a besoin de chercher la connaissance. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est l'auteur du mariage. Chaque fois qu'on va, n'est-ce pas, le mettre de côté pour penser je ne sais pas, aux critères humains pour se marier, on va tomber certainement à côté. Voilà pourquoi nous allons aller au troisième critère, parce que nous avons apparemment les deux critères, à savoir est-ce que vous, comment dire, quel est l'âge de, en fait, je crois que le problème d'âge est résolu. Le problème d'âge est résolu. résolu. En fonction des sociétés, peut-être on dirait peut-être en fonction des moyens, en fonction de sa maturité. Oui. Je crois qu'on a beaucoup de points et il faut qu'on avance vite avec les autres points. Lorsqu'elle revient là-dessus, je dis, quand un gars aujourd'hui, à 20 ans, est ingénieur, parce qu'il a passé le bac à 15 ans. À 20 ans, il est ingénieur. Il doit assumer une responsabilité dans une entreprise. Il est à l'âge de se marier. Mais celui qui est encore en terminale à 24 ans ne peut pas. Il est encore à la charge des parents. Il ne peut pas se prendre lui-même à charge. Il ne devrait pas prendre une responsabilité sur lui. Et si je prends le contexte américain, j'ai eu à rencontrer une missionnaire américaine, ou j'ai travaillé avec une missionnaire américaine. Il me faisait comprendre, enfin il me racontait un petit peu sa vie. Elle me faisait comprendre que elle a eu à refroidir dans le Seigneur. Elle est née à l'église dédiée au Seigneur depuis son enfance, mais elle a eu à regarder, à faire marche arrière avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que déjà chez eux aux États-Unis, l'âge mature, c'est 18 ans. Donc déjà à partir de 16 ans, tu es déjà appelé à quitter la maison. Oui. Donc, ceux qui retardent, qui peut-être à 18 ans, mais déjà à 16 ans, je crois que beaucoup qui déjà à la maison. Et elle a donc quitté la maison. Je crois à 16 ans, elle a vécu avec un cousin, oncle, et puis la vie n'était pas tellement ça. Elle a commencé à boire et faire des choses. Je veux dire, pour les Européens, 18 ans pour se marier, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais chez nous, peut-être ici, à nos jours, je me dis que des fois, on peut considérer que 18 ans, c'est comme l'âge précoce, surtout aussi des moyens financiers, surtout aussi parce que la personne encore vit sur le toit parental. Oui, je voudrais dire que en fait, si l'Afrique avait une leçon à donner à l'Occident, on leur dirait qu'ils ont un peu perdu le Nord. Parce que nous avons des enfants partout dans le monde qui, même à 25 ans, ne sont pas matures. C'est vrai. Et ils devraient rester sous la responsabilité parentale pour que leur éducation soit suivie. C'est la loi de la société qui est en train de faire beaucoup de mal à ces jeunes immatures qui se lancent dans la vie et qui sont à la proie du conformisme à la société dans laquelle ils se trouvent. Ça fait pas mal de mal à ces jeunes gens. Et s'il était possible de rectifier le tir, l'Occident ferait mieux de le rectifier. Justement, et moi je crois que c'est une stratégie diabolique. Le diable sait de quoi il s'agit. Le diable sait que, parce que je lisais un document, je lisais un journal, et je crois qu'on me faisait comprendre que dans ce journal, en effet, le taux de divorce est tellement élevé. Sur 10 personnes qui se marient par an, je crois, il y a 7 divorces. Mais le divorce, c'est pas un problème à l'Occident. Justement, et surtout qu'on a un président français qui est célibataire.
Oui, je dis c'est pas un problème de l'autre côté. Pourquoi je dis c'est pas un problème? Parce qu'ils veulent bien aujourd'hui cesser de vivre par la conscience. Et on demande aux gens de vivre par l'instinct. On est libre de faire ce que l'on veut. On est donc semblable aux animaux qui vivent par l'instinct. Et c'est pourquoi on peut tout se permettre en Occident. Et ça, c'est que l'Occident est en train de renier Dieu, le créateur de la vie. Et comment est-ce que les mariages peuvent tenir dans un monde où Dieu n'a plus sa place? Quand Dieu n'a plus sa place, on court à la dérive. On court à la dérive. Nous parlons je voudrais vous dire que dans la culture africaine et bamileke, les enfants sont préparés au mariage dès leur bas âge. On leur apprend la responsabilité. On dit à la petite fille, quand tu seras en mariage, est-ce que tu te comporteras ainsi à l'égard de ton mari? Garçon, quand tu auras ton épouse, qu'est-ce que tu feras? Tu agiras ainsi à son endroit. Tu dois assumer. Parce que j'ai mes petits-fils à la maison, ils sont en train d'apprendre auprès de moi déjà comment ils devront vivre. Bien qu'ils soient, pour certains à l'école primaire, pour d'autres au secondaire, mais je les prépare déjà à la responsabilité conjugale et parentale. Parce que qui a échoué sa vie conjugale a échoué sa vie, toute sa vie. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le couple est la société, en fait, est la cellule mère de la société. Le couple est la cellule mère de la société. Quand à la racine, on a échoué, on a tout échoué. C'est le fondement de la vie, de la société, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une société orientale, occidentale, mais je dis, toute société a pour socle de la société le couple. Voilà, toute société a pour socle de la société le couple.